Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, et comme de coutume, bien évidemment, un grand remerciement à tous les étudiants du Master 2 droit de la santé. J'ai moi-même été, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, étudiant de ce Master, et c'est toujours un réel plaisir, de venir vous rencontrer pour dispenser un peu de savoir dans la mesure du possible et des limites de l'intervenant. Et puis, depuis quelques années, de participer à ce colloque qui est toujours très, très enrichissant, puisque pour nous, juristes, avocats, c'est toujours très bien de sortir de notre monde purement juridique et de se confronter à la réalité que des médecins, des soignants, même si bien évidemment on n'est pas coupé dans nos bureaux de cette réalité, c'est toujours enrichissant. Cette année, en plus, c'est le retour du présentiel. L'année dernière, c'était le distanciel. Je fais partie de ceux qui préfèrent très largement le présentiel, qui permettent pour moi des échanges bien plus chaleureux et productifs. Donc voilà, merci à ce Covid qui nous a laissé une brève, j'espère, fenêtre pour pouvoir discuter aujourd'hui de tout ceci. Merci également à vous, Madame Arabe Gérardin, et à votre collègue, Monsieur Emmanuel Aubin, qui ont été mes professeurs jadis et qui m'ont donné cette passion du droit de la santé, qui est une des matières les plus importantes, oui, on peut le dire, les plus importantes après tout, et surtout aussi extrêmement intéressante, puisqu'elle se situe aux confins de tous les droits. Et puis moi aussi, j'ai une pensée pour Madame Caillé, qui a été également ma professeure, et dont je garde un excellent souvenir. Elle était, elle aussi, je pense, passionnée par le droit de la santé, et ça fait partie de ces professeurs qui m'ont donné envie de continuer dans cette voie en tant qu'avocat. Et enfin, un grand merci pour le sujet de cette journée. Alors c'est très bien, ça fait 2 ans qu'on échappe au coronavirus. On a le coronavirus à toutes les sauces. L'année dernière, c'était la religion. Aujourd'hui, c'est la médecine libérale. Donc ça nous change du coronavirus, c'est très bien. Toujours peur qu'on nous sorte le coronavirus. Mais non, on va pouvoir parler d'autres choses aujourd'hui. C'est sûr qu'on va forcément en parler aussi un petit peu, mais au moins, voilà, le sujet est extrêmement intéressant. Et puis, en plus, il se situe dans la ligne droite de vos prédécesseurs. Il y a quelques années, il y a eu un colloque qui avait été organisé donc, par les étudiants du Master 2 droit de la santé sur l'hôpital. L'hôpital est mort, vive l'hôpital, c'était le titre de ce colloque. Et j'ai souvenir d'un des intervenants qui parlait à cette place et qui me disait finalement que la crise de l'hôpital provenait de la maladie de la médecine générale. C'est-à-dire que l'hôpital était malade et l'une de ses causes, c'était que la médecine générale elle-même souffrait et avait donc des répercussions sur l'hôpital qui lui-même tombait malade. Donc on est, tel le coronavirus, dans une maladie particulièrement contagieuse, pire qu'Omicron. On a l'impression que tout le secteur de soins est atteint. Alors, on m'a demandé, peut-être un peu trop rapidement, de me considérer comme un interniste. C'est-à-dire je suis chargé de vous faire le diagnostic de la médecine libérale. Bon, de quoi souffre-t-elle? Quelle est cette maladie? Quels sont ses symptômes? Y a-t-il un vaccin, etc. On va en parler tout au long de la journée. Mais comme je me suis placé, on va dire, dans l'interniste, tel le Dr House, pour connaître la maladie, il faut quand même connaître le patient. Et le patient, il est récalcitrant, comme tout patient. Vous savez, le Dr House dit toujours, tout le monde ment, c'est pareil. Le patient, il ment, il ne veut pas s'avouer certaines choses, il cache d'autres, il en minimise, il exagère d'autres facteurs. Donc on va essayer de façon plus ou moins objective de poser un diagnostic. Quand je dis plus ou moins objectif, je reste avocat, donc forcément parfois il y a du subjectif. Mais voilà, j'ai essayé quand même de vous faire quelque chose qui me semblait on va dire, objectif et en tout cas cadré en fonction de ce que j'ai pu trouver, étant précisé que la médecine générale, très curieusement, dans tout ce que j'ai pu rechercher, ne fait pas partie non plus des sujets de recherche les plus développés de la doctrine juridique. On en parle, mais souvent à la marge d'ailleurs. C'est-à-dire que sur la médecine générale en elle-même, on en prend acte, elle est là, et ensuite on va essayer de la développer, de l'expliquer, mais de réflexion sur la médecine générale en elle-même, on n'en trouve pas forcément de très global. Alors bon, je vais essayer, à mon humble mesure, de vous dire ce qu'est la médecine générale et voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelles sont ces spécificités qui font qu'aujourd'hui, eh bien, elle est peut-être un peu malade. Alors, si vous voulez une réponse à ce qu'est la médecine libérale, plongez-vous dans un code de la sécurité sociale.
Bon, c'est pas forcément très, très joyeux de se plonger dans un code, encore moins dans le code de la sécurité sociale, mais là vous pouvez y aller, et vous allez à l'article L162-2. Alors je vous rassure, c'est le seul article de loi que je vais citer dans mon intervention, mais il faut bien que j'en cite un, parce que c'est la base de la médecine libérale. Je vous le cite. Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux, que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin. Donc voilà, la médecine libérale, c'est tout ça. C'est la liberté de prescription du médecin, c'est le secret professionnel, le principe du libre choix du médecin par le malade, le paiement direct des honoraires par le malade et la liberté d'installation du médecin. Avant d'arriver sur ces 5 points, dont j'en évacuerai 2 à dessein assez rapidement, la médecine libérale, ce n'est pas un privilège pour le législateur. C'est-à-dire que le législateur estime que la médecine libérale est nécessaire aux intérêts des assurés. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident. On a d'autres régimes dans d'autres pays européens qui connaissent moins cette médecine libérale. La médecine est beaucoup plus réglementée. Ici, on estime que tous les critères que je vous ai cités ne sont pas faits pour les médecins, finalement, mais sont posés dans l'intérêt du patient. C'est toujours l'intérêt du patient. Et la médecine libérale est donc une des composantes du système de santé à la française, si l'on peut l'estimer ainsi. Sur les 5 principes que je vous ai évoqués, je vais en éliminer 2 rapidement, parce que bon, déjà, j'ai qu'une demi-heure, enfin à peine, si je vais laisser un peu les questions. Et il y en a 2 qui me semblent pas forcément spécifiques à la médecine libérale. Par exemple, vous avez les médecins hospitaliers, les médecins salariés, etc., qui sont tenus aux mêmes choses, c'est-à-dire la liberté de prescription et le secret professionnel. Bon, le secret professionnel, tous les médecins sont liés par le secret professionnel, plus ou moins, avec quelques rares exceptions, etc. Ce n'est pas forcément une spécificité là, de la médecine libérale. Et puis, la liberté de prescription, alors, quand on dit liberté de prescription, quand on dit liberté, il y a forcément une restriction. Il y a des restrictions, mais aussi dans le système hospitalier. On pourrait faire quasiment tout un colloque sur la liberté de prescription, mais ce n'est pas forcément spécifique, encore une fois, aussi de la médecine libérale. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé dans ce principe-là, mais encore une fois, je suis ouvert au débat, une véritable cause d'une maladie ou du mal-être de la médecine générale. Donc moi, je me concentrerai essentiellement sur les 3 spécificités qui me semblent être éventuellement poser problème pour établir donc ce diagnostic. C'est bien évidemment le libre choix du patient, le paiement direct des honoraires et, en dernier lieu, peut-être ce dont on parlera peut-être le plus aujourd'hui, la liberté d'installation. Voilà donc les 3 prédispositions pathologiques que j'ai pu repérer sur cette médecine libérale. Alors, première prédisposition pathologique, ou facteur favorisant, comme vous voulez, le paiement direct du malade des honoraires face à du paiement des honoraires. Donc, c'est un fait, et là, pour le coup, vous le voyez tous, quand vous allez à l'hôpital et que vous donnez votre carte vitale, eh bien, vous payez l'hôpital. Là, quand vous allez chez votre médecin généraliste ou chez votre médecin spécialiste, vous allez directement régler le médecin et pas payer l'hôpital. Ce principe, je le répète, n'a pas de valeur constitutionnelle. Là, le Conseil constitutionnel l'a jugé dans une décision du 21 janvier 2016, et donc le législateur peut aménager ce principe. Et il a tenté de le faire. Alors, ça existe, notamment l'exemple du tiers payant. Tiers payant, quelque chose que tout le monde connaît, et là, c'est un tempérament au paiement direct du malade des honoraires. Alors, le tiers payant, il est parfois obligatoire, on pense notamment aux accidents du travail, aux ALD, et il y a eu un projet pour le généraliser à tous les médecins généralistes en 2016. Ce projet a été abandonné pour 2 raisons, on va dire pour une cause de tracasserie administrative et surtout suite à une censure du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça pose difficulté le fait de payer directement son médecin ou le fait d'imposer un tiers payant? On ne peut pas totalement éluder que c'est neutre dans la gestion des médecins. Pourquoi? On en parle aujourd'hui beaucoup. Je ne vais pas empiéter peut-être sur un autre intervenant qui parlera de cela, mais sur la tracasserie administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins, beaucoup de médecins libéraux, généralistes ou spécialistes, se plaignent de la lourdeur administrative. C'est-à-dire qu'ils font ils ont l'impression de faire de moins en moins de soins
et de plus en plus d'administratifs. Et que donc justement, la gestion des mutuelles, notamment pour les tiers payants, il y a eu toute cette discussion quand on a voulu généraliser le tiers payant, la gestion des mutuelles, des nombreuses mutuelles pour un médecin généraliste, c'est quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps. Et donc qui peut, on va dire, décourager le plus courageux des médecins généralistes. Donc cette spécificité, finalement, peut être une difficulté pour ces médecins libéraux en ce qu'ils sont finalement des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont à leur compte, hein, finalement. Ils sont libéraux, comme moi je suis avocat libéral. Ils tiennent quasiment une petite entreprise avec cette comptabilité, etc. Et tout ça, c'est des charges, de la charge mentale, si on peut dire, pour utiliser un terme un peu à la mode. Et donc c'est quelque chose qui potentiellement peut décourager des médecins de s'installer en libéral. J'en dirai pas plus parce que c'est quelque chose qui va être abordé, je crois, un peu plus loin dans le colloque. Mais encore une fois, c'est une spécificité de la médecine libérale. Deuxième spécificité, là on est vraiment sur quelque chose de plus important, c'est le principe du libre choix du médecin par le patient. L'exemple, vous allez à l'hôpital, vous ne choisissez pas votre médecin. Encore une fois, quand je dis ça, il y a toujours des exceptions, etc. Mais théoriquement, à l'hôpital, vous ne choisissez pas votre médecin, vous allez vous faire soigner à l'hôpital. Ici, la médecine libérale, c'est vraiment de ses spécificités. Il y a un principe qui est donc vieux comme le monde, c'est que l'assuré choisit librement son praticien. C'était déjà prévu dans l'article 4-2 de la loi du 5 avril 1928. Quelque chose qui est quand même quelque chose qui est très ancien. Alors, la liberté est-elle sans limite? Encore une fois, je vous le redis, poser la question pour un juriste, c'est déjà y répondre. À partir du moment où je la pose, c'est que oui, forcément, il y a des limites. En pratique, quelles sont-elles? L'argent. L'argent est une limite, potentiellement, au libre choix par le patient. Pourquoi? Eh bien, on pense notamment aux médecins qui ne sont pas conventionnés ou qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Clairement, ça peut être un frein. Ça peut être un frein pour un patient pour choisir son médecin. C'est-à-dire que certes, théoriquement, notamment pour les médecins généralistes, ça pose moins de soucis puisque là, vous êtes remboursé. Mais dès que vous allez vouloir aller chez un spécialiste, un ophtalmo, n'importe quoi, ou vraiment le spécialiste de la spécialité, si l'on peut dire ainsi, eh bien vous vous exposez potentiellement à devoir payer parfois des dépassements d'honoraires. Donc il y a des mutuelles, tout cela existe, mais il y a un frein ici pour le patient, parce que tout le monde n'a pas de mutuelle et parfois tout le monde ne peut pas se payer le spécialiste mondial ou renommé dans la spécialité. Donc là, c'est un tempérament. Et puis, ce tempérament lié au coût, on le retrouve aussi dans le conventionnement. Je ne reviendrai pas sur toutes les règles du conventionnement. Vous savez, secteur 1, secteur 2, hors secteur, il y a des conventionnements, vous êtes remboursé plus ou moins des dépassements d'honoraires, etc. Et ici, on pourrait se demander si le conventionnement n'est pas aussi parfois un frein, ou en tout cas quelque chose qui peut rendre malade cette médecine libérale. Pourquoi? Parce que tel le tarif du gaz, la médecine libérale, elle est régulée. Le tarif en tout cas. C'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas facturer n'importe quoi. Il ne facture pas n'importe quoi. Le médecin généraliste, quand vous allez chez votre généraliste, son prix, il est fixé. Il est remboursé à hauteur de X euros par la sécurité sociale. Et quand on regarde statistiquement parlant, vous vous apercevez que les médecins généralistes font partie des médecins les moins bien payés par rapport notamment aux médecins spécialistes. Alors je pose la question, je n'ai absolument pas la réponse. Est-ce que le coût, le fait par exemple que les médecins généralistes soient bridés dans leur consultation, est-ce que le fait de moins gagner pour un médecin généraliste en moyenne, est-ce que ce n'est pas une des causes au fait qu'il y ait moins de médecins généralistes finalement que de médecins spécialistes? Ça c'est tous les chiffres le disent. Aujourd'hui en France, on a un peu plus de médecins qu'avant, finalement, très peu. L'augmentation n'est pas très importante, mais finalement, on a une décroissance. C'est-à-dire que vous avez à peu près plus 6% de spécialistes selon les derniers chiffres et moins 5% de généralistes. Vous avez un fossé qui se creuse à ce niveau-là. Donc finalement, est-ce que l'argent, qui est de toute façon toujours le nerf de la guerre, est-ce que l'argent n'est pas un symptôme de cette maladie alors que finalement, ça ne se pose pas en médecine hospitalière. En médecine hospitalière, vous ne vous posez pas la question, puisque le médecin, il est salarié, fonctionnaire en tout cas,
et la question du coût du coût de la consultation ne va pas se poser. Alors juste après, peut-être je finis, et puis vous pourrez ensuite intervenir, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, l'histoire de l'argent peut potentiellement être un des symptômes de cette maladie, étant précisé qu'il ne faut pas se leurrer, la médecine, quand on dit activité libérale, dans l'activité libérale, il y a libéral. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, à partir du moment où vous n'êtes pas fonctionnaire, on en revient un petit peu à ce que je vous disais, les médecins sont des entrepreneurs, ils se gèrent eux-mêmes, et donc l'argent peut être une difficulté. Troisième principe, peut-être celui qui va nous occuper le plus et celui dont on entend le plus parler actuellement, c'est la liberté d'installation du médecin. Alors ça, c'est le grand principe, la grande spécificité, la sacro-sainte liberté d'installation du médecin. On en parle partout. Chaque candidat à la présidentielle a son idée là-dessus. Donc c'est dire le nombre d'idées. Je ne sais plus combien il y a de candidats à la présidentielle, mais il y a autant d'idées. Plus ceux qui ne sont pas candidats ont aussi des idées. Tout le monde a des idées sur ça. Vous l'avez compris, la liberté d'installation, ça suppose une chose. Je m'installe où je veux, quand je veux. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer en Guyane, en Corse, à Douai, si vous voulez, dans le nord, où vous voulez, au fin fond de la Creuse, personne ne vous dira rien. Alors il y a quelques restrictions, mais vraiment très très peu importantes, je ne savais même pas que ça existait. C'est qu'on ne peut pas avoir deux médecins, deux cabinets différents qui rentrent par la même porte. C'est quelque chose, c'est un arrêt qui avait été rendu par le Conseil d'État. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Je l'ai découvert en faisant des recherches, mais finalement le Conseil d'État l'a quasiment écarté. Donc c'est vraiment des restrictions qui sont minimes. Le principe, c'est quasiment la liberté absolue d'installation pour les médecins libéraux. Et donc tout le monde, aujourd'hui, veut plus ou moins revenir sur le principe. Alors certains veulent y revenir complètement, d'autres veulent atténuer, faire des aménagements, l'aménager. C'est-à-dire que pour certains, j'ai vu une proposition de loi qui proposait clairement de supprimer l'article L162-2. Enfin, dans l'article L162-2, on proposait clairement de supprimer la liberté d'installation. Comme ça, c'était réglé. Il y en a d'autres qui proposent pour les internes de médecine de passer 3 ans de stage obligatoire dans des déserts médicaux. Certains ensuite proposent de rémunérer des assistants pour les médecins, etc. Donc chacun, finalement, aménage un petit peu ce principe. Mais moi, quand j'ai étudié cela, je me suis posé une question. Aménager le principe, supprimer le principe, d'accord, mais quelle est la valeur de ce principe? La liberté d'installation du médecin, c'est quoi sa valeur juridique? C'est une valeur réglementaire, c'est une valeur législative, c'est une valeur constitutionnelle? Valeur législative, on le sait, c'est prévu par la loi, ça, il n'y a pas de difficulté. C'est également un principe général du droit, ça a été reconnu par le Conseil d'État. Est-ce que ça a une valeur constitutionnelle? Parce que c'est bien beau de dire qu'on va supprimer la liberté d'installation du médecin, mais c'est un peu comme si un médecin vous donnait un remède dont il sait que vous ne pourrez pas le prendre parce que vous êtes allergique. Donc est-ce qu'on peut, aujourd'hui, est-ce que le législateur, si demain il nous pond une proposition de loi ou s'il adopte une loi en disant je supprime la liberté d'installation des médecins, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est finalement constitutionnel? Il y a deux principes qui vont rentrer en conflit. Le premier principe à valeur constitutionnelle, c'est le droit à la santé, droit à la protection de la santé. C'est prévu dans le préambule de la Constitution de 1946. Et puis le Conseil constitutionnel a admis, notamment dans une décision de 2012, mais à plusieurs reprises, que la protection de la santé était un objectif à valeur constitutionnelle. Donc ça, c'est le premier principe, protection du droit à la santé, qui fait que, et c'est-à-dire c'est toujours, quand les parlementaires ont fait des propositions de loi, c'est toujours ce principe qui est mis en avant, c'est-à-dire le droit à la santé, le droit à l'accès aux soins, principe à valeur constitutionnelle. Mais forcément, vous avez un autre principe à valeur constitutionnelle, c'est la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est aussi un principe à valeur constitutionnelle. Et là, vous avez finalement deux principes qui vont s'entrechoquer. Et donc, est-ce que vous pouvez donc remettre en cause cette liberté d'installation qui semble être la principale cause de cette maladie? Il n'y a pas le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer spécifiquement sur cela. Parce que pour l'instant, en tout cas dans toutes mes recherches, il n'y a pas eu encore une loi qui soit passée pour supprimer la liberté d'installation. C'est quasiment un tabou. Donc pour l'instant, aucune loi n'est passée. Le Conseil constitutionnel a quand même eu à se positionner sur l'article L162-2 que je vous citais en premier, au moment de la réforme du tiers payant. Au moment de la réforme du tiers payant, le Conseil constitutionnel
a eu à juger de certaines de ces dispositions, et il nous a dit, par exemple, que le paiement direct des honoraires, qui est un des principes fondés par l'article L162-2 du Code de la sécurité sociale, n'avait pas valeur constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'article L162-2 en son ensemble a une valeur constitutionnelle. Donc déjà, on sait que le paiement direct des honoraires, on peut l'aménager, dixit le tiers payant, etc. Alors, cette liberté d'installation, est-ce qu'elle a une valeur constitutionnelle? J'ai envie de dire, ce n'est pas à moi de vous répondre, moi je suis là juste pour poser le diagnostic. Après, je vais refiler la patate chaude aux spécialistes qui nous répondront à tout cela, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si, j'ai peut-être une petite idée, on pourra éventuellement en discuter, mais si cette liberté d'installation a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire, je ne suis pas, en tout cas, est-ce qu'on peut être certain qu'on puisse la remettre en cause? Je dirais peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou en tout cas pas totalement. À mon avis, la suppression d'une liberté d'installation serait quelque chose qui, il me semble, serait jugé inconstitutionnel parce que complètement disproportionné par rapport à l'objectif souhaité. Donc, sur ce point, il y a quelque chose à travailler sur cette médecine, sur ce symptôme de la médecine générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déserts médicaux, on en parle à toutes les sauces, on en parle tout le temps, mais personne ne vous dit à aucun moment quels sont les moyens. Est-ce que l'on peut seulement remettre en cause cette liberté d'installation d'un point de vue juridique? On fait comme si ça n'existait pas et on érige toujours en valeur cardinale et absolue l'accès aux soins, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui pourront éventuellement se confronter. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous avez compris que le médecin avait de grands droits, le médecine libérale, de grands droits, de grands pouvoirs. Mais, je vais citer quelqu'un d'extrêmement connu, c'est Peter Parker. Peter Parker, c'est Spider-Man, pour ceux qui le connaissent. C'est le vrai nom de Spider-Man. Que dit Peter Parker? Il dit toujours qu'à de grands pouvoirs suppose de grandes responsabilités. Ce n'est pas tous les jours en fac de droit qu'on cite quand même Spider-Man, je suis assez fier de l'avoir calé celui-là. Et donc, à de grands pouvoirs suppose de grandes responsabilités. Et c'est un peu ce qui arrive à la médecine générale. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous, médecin généraliste, vous pouvez vous installer partout, vous pouvez facturer à peu près ce que vous voulez, avec les restrictions que je vous ai dit quand même, parce que vous pouvez ne pas être conventionné. Vous avez une très grande liberté, vous avez de grands pouvoirs, sauf que vous avez une grande responsabilité. Et c'est une des spécificités aussi de la médecine générale, c'est que là, je retrouve ma casquette d'avocat de victime. Moi, je passe mon temps à attaquer des médecins généralistes. C'est-à-dire que quand j'attaque, par exemple, un médecin qui fait une erreur dans un hôpital, je n'attaque pas le médecin de l'hôpital, j'attaque le CHU. Quand j'attaque un médecin généraliste ou spécialiste qui a fait une erreur médicale, j'attaque le médecin personnellement. Vous me direz, c'est pas grave, il est assuré. Oui, une fois qu'on a dit ça, le fait de se faire attaquer personnellement, c'est toujours quelque chose qui est vécu par les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, de façon pas très heureuse. Ils le vivent mal. Bon, je peux les comprendre, hein. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là aussi de se dire dans la médecine libérale que votre responsabilité va être engagée. Et même votre responsabilité disciplinaire ne sera plus facilement qu'un médecin hospitalier, pour des raisons qui ont trait à la procédure disciplinaire, mais la responsabilité des médecins généralistes et spécialistes, des médecins libéraux donc, est finalement plus facile à mettre en œuvre et plus importante, je dirais, que la responsabilité des médecins hospitaliers. Et c'est peut-être aussi une des causes peut-être de la désaffection peut-être pour la médecine libérale, c'est qu'effectivement, elle entraîne de grandes responsabilités. Et c'est quelque chose qui peut être mal vu ou mal compris par des médecins qui ont l'impression de se tuer au travail. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, je prends l'exemple personnel, quand je rentre chez mes parents, à l'entrée d'un petit village qui s'appelle les Trois-Moutiers, dans la frontière de la Vienne et du Maine-et-Loire, vous avez une énorme pancarte qui vous dit « Urgent, je recherche médecin, médecine malade », je ne sais plus comment c'est noté, et j'avais lu un article justement de ce médecin des Trois-Moutiers qui est seul pour X milliers d'habitants, qui a fait déjà 2 burn-out et qui, comme disent les jeunes, est au bout de sa vie. Donc ça fait comme Spider-Man, et au bout de sa vie, ça fait beaucoup. Mais voilà, elle a l'impression de travailler énormément et de se dévouer corps et âme à ses patients. Et le problème, c'est que plus vous travaillez et plus vous êtes parfois dans l'urgence, etc., plus vous exposez à commettre des erreurs. Et si elle commet une erreur, boum, c'est elle qui sera en plus directement à trait devant un tribunal personnellement, ce qui ne fait jamais plaisir. Donc,
voilà un petit peu les 4 points, moi, que j'ai pu relever, qui peuvent éventuellement être les facteurs prédisposants. Voilà le diagnostic que je pose sur cette médecine libérale. Elle est malade, c'est un fait. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment à hésiter. Et pourtant, je voudrais quand même terminer sur une note positive. Elle est malade, mais elle tient. Elle tient, et elle tient, je crois, surtout par la passion de ces médecins. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils sont exténués, mais ils se dévouent corps et âme à leurs patients. Et très sincèrement, moi en tout cas, dans ma pratique professionnelle par exemple, je n'ai pas relevé une augmentation exponentielle ou importante de la sinistralité médicale des médecins spécialistes. Il n'y a pas plus qu'avant. Alors il y a plus de contentieux parce que les patients finalement peut-être attaquent plus. Mais je ne dirais pas aujourd'hui qu'il y a plus d'erreurs qu'auparavant. Et ce qui, pour moi, démontre quand même que, nonobstant toutes ces difficultés de ces médecins, ils se dévouent encore. Ce sont encore des gens qui sont passionnés et qui permettent au système de santé de surmonter cette maladie. La question, c'est pour combien de temps encore? Merci de votre attention. Alors, vous avez des questions peut-être? Il y avait des questions. Oui, il y avait une... Donc je me présente, Émilie Diaz, je dirige un cabinet spécialisé dans le recrutement des médecins au niveau national. Je suis confrontée régulièrement à des problèmes de droit. Voilà. Et je voulais juste rebondir sur votre partie, parce que je comprends que le temps est compté, sur cette notion de salaire, argent, revenu, rémunération. Ce n'est pas du tout un des freins que moi je rencontre dans mon quotidien, que ce soit sur la médecine générale ou sur d'autres spécialités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins libéraux, même en médecine générale, gagnent mieux leur vie que dans le milieu hospitalier public. Donc ce n'est pas le premier frein. C'est juste pour relever ça. Oui, mais on peut en être persuadé parce qu'encore une fois, il y a encore des médecins généralistes qui travaillent beaucoup et qui ne comptent pas leurs heures. La question de l'argent, c'est aussi parfois aussi en fonction de la responsabilité. C'est vrai que les médecins hospitaliers gagnent en moyenne moins que les médecins généralistes, mais n'ont pas non plus toutes les responsabilités. Je dirais plus que ce qui, moi, me semble au-delà de l'argent, effectivement, c'est peut-être la charge administrative qui est peut-être un peu plus, qui les décourage un peu plus. Alors l'argent reste aussi un peu quand même un peu toujours aussi le nerf de la guerre, parce que pour attirer les médecins, maintenant, on fait des maisons de santé, on fait venir des collègues, on fait venir des collègues d'autres spécialités, on fait venir des sages-femmes, on fait venir des kinés, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et l'argent, c'est un moyen d'inciter aussi. C'est-à-dire que si on vous construit une maison de santé, même au fin fond de la Creuse, eh bien peut-être que vous allez attirer quelques médecins. Donc l'argent peut être un... Alors je ne sais pas si ça suffira pour le fin fond de la Creuse, même si c'est très joli, mais en tout cas, ce sont des éléments qui sont proposés pour attirer les médecins. Bonjour, vous m'entendez bien? Donc, je me présente, je suis le docteur Sophie Auvreau, je travaille au ministère de la Santé en tant que conseillère médicale pour les professions libérales, justement. Donc c'est un sujet que je connais bien, et je voulais savoir, juste une information, la fameuse charte de la médecine libérale qui date de 1927, donc de cette fameuse loi qui a été reprise dans la loi de 71 et le fameux article L162-2, elle est vraiment, vraiment remise en question en fait depuis son existence en même temps, et en particulier dans les jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas du tout dans les définitions qui sont portées par cette charte de la médecine libérale. En dehors, bien sûr, du respect du secret professionnel, mais que je pense qu'il est au-delà de la seule profession de médecin, puisque maintenant beaucoup d'autres professions sont liées à un secret professionnel. Et c'est vrai que le dernier point d'achoppement, parce que la liberté d'honoraire, enfin de choix du patient, finalement, elle n'existe plus, la liberté du choix du patient pour son médecin, puisque finalement, avec une problématique de désertification médicale, les patients ont moins de choix de leur médecin, en plus du choix financier, en fait, entre secteur 1 et secteur 2. La liberté d'installation, au final, c'est un peu ce qui reste. La dernière pierre de cette fameuse médecine libérale, qui, là aussi, en fait, je pense, va vraiment être mise en question dans les années suivantes. Alors, pas seulement que par les parlementaires et les propositions de loi que l'on voit quasiment tous les mois. Je suis passée ça fait déjà 2 fois qu'à l'Assemblée nationale, et en décembre et en janvier, il y a une loi qui est passée. Mais parce que simplement, les jeunes sont appétents à un exercice pluriprofessionnel et qu'au final,
les maisons de santé, elles ne vont pas s'installer partout dans le territoire. On ne va pas créer des maisons de santé dans chaque commune. Donc, in fine, il y aura une régulation et une fin de la liberté d'installation. Bah, c'est vous qui le dites, mais pour l'instant, comme vous dites, c'est la dernière pierre, moi je dirais plutôt c'est le dernier bastion. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une citadelle imprenable remettre en cause la liberté d'installation, pour l'instant, aucun gouvernement n'a osé le faire. Hein. Vous avez à chaque fois les syndicats de médecins qui montent au créneau parce que c'est quelque chose auquel ils sont attachés. Et puis surtout, on n'a pas réglé le problème. Quelle est sa valeur à cette liberté d'installation? C'est une valeur constitutionnelle ou pas? Est-ce qu'on peut même la remettre en cause? Je pense qu'on peut la remettre en cause en partie, c'est-à-dire qu'on peut l'aménager. Ça, c'est certain. Je pense qu'on peut vraiment l'aménager. De là à dire maintenant, ça va être un secteur régulé et vous n'allez pas pouvoir vous installer ici, parce que sinon, éventuellement, ou alors on pourrait le faire de façon déguisée, vous allez vous installer là, mais vous ne serez pas conventionné. Là, ça pourrait être quelque chose qui puisse s'appliquer. Ça existe en Allemagne, je crois, j'ai vu. Mais la liberté d'installation, c'est quand même le cœur, à mon avis, du problème. Et je ne sais pas si les jeunes générations sont attachées à ça ou pas. Moi, je serais moins optimiste que vous. Je ne suis pas certain qu'un médecin, quand même vous le dites, il y a une maison de santé au fin fond de la Creuse, ou au fin fond des Deux-Sèvres, ou au fin fond de je ne sais pas quoi, même si on lui déroule un tapis rouge pour s'installer là, est-ce qu'il voudra aller quand même s'installer là-bas, y emmener femmes et enfants, parce que c'est ça aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de télétravail là, c'est-à-dire que voilà, quand on y est H24 quasiment, et on y vit, et on fait sa clientèle là-bas, et on fait sa vie là-bas. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Et aujourd'hui, il y a la diagonale du vide. La diagonale du vide, en France, elle est pour tout le monde, y compris pour les médecins. Donc comment on fait pour mettre des médecins ici? Moi, je n'ai pas la réponse. Ça tombe bien, on ne m'a pas posé... on m'a juste demandé le diagnostic, pas les soins. Mais tout est possible. Je veux dire, des activités libérales qui sont réglementées... c'est possible de réglementer une activité libérale. Libérale, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Et donc les pharmacies, vous avez raison, ont une activité réglementée, ne peuvent pas s'installer, etc. Effectivement, il y a des agréments. Je veux dire, théoriquement, on peut le faire pour les médecins. Mais dans quelle mesure? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remettre totalement en cause la liberté d'installation ou est-ce qu'on peut l'aménager? Et puis surtout, pour l'instant, encore une fois, personne n'a osé le faire. Personne n'a osé le faire. C'est-à-dire que dans les dernières propositions de loi qui ont tout été rejetées, le gouvernement, en gros, l'argumentation du gouvernement actuellement, c'est de dire de toute façon, il n'y a pas assez de médecins. En règle générale, il n'y en a pas assez. Donc ce n'est pas la peine de dire on va en mettre plus ici dans la Creuse, parce que de toute façon, la France manque partout de médecins. Donc il n'y a pas de volonté pour l'instant politique. Je ne dis pas que juridiquement, ce n'est pas impossible. Moi, je doute très sincèrement de la possibilité juridique de remettre en cause la liberté d'installation, parce que je pense que ça serait jugé inconstitutionnel, à un moment ou à un autre, mais qu'on puisse l'aménager, oui, ça je pense que c'est possible. Après, c'est une volonté politique et, on va dire, un rapport de force avec les syndicats de médecins, parce que voilà, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, les syndicats de médecins, à chaque fois, quand j'ai fait mes recherches, à chaque fois qu'il y a eu des projets de loi pour restreindre la liberté d'installation, les syndicats de médecins montent au créneau pour dire il en est hors de question. Alors après, voilà, vous avez plein de solutions pour aménager les déserts médicaux. Il y en a qui proposent d'embaucher 1000 médecins fonctionnaires et de les dispatcher sur le territoire. Il y en a qui proposent de déconventionner les médecins. D'autres, 3 ans d'internat obligatoire dans les déserts médicaux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est juste une volonté politique. Mais c'est possible. Juridiquement, c'est possible, dans une certaine limite. On ne peut pas, à mon avis... Là, les publicistes pourront y répondre mieux que moi, mais je ne suis pas certain qu'on puisse purement et simplement, comme c'était le cas d'une proposition de loi que j'ai pu voir, supprimer liberté d'installation de l'article L132-6 du Code de la sécurité sociale. Ça, pour moi, je pense que ce serait une restriction trop importante au principe de liberté d'entreprendre. Non, mais c'est très bien, c'est un bon élément, mais ça reste une incitation, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que un médecin tout seul, je veux dire le médecin tout seul, comme on pouvait l'imaginer il y a 30 ou 40 ans dans son cabinet de campagne, à travailler tout seul, commencer à 7 h du matin, terminer à 23 h, samedi et dimanche compris, et Noël également. Je ne dis pas que ça n'existe plus.
Ça devient un peu plus rare. Et effectivement, le fait pour un médecin de s'installer avec des collègues, de pouvoir avoir des échanges, c'est-à-dire de délivrer une meilleure qualité des soins, parce que finalement c'est toujours ça le souci premier, c'est quelque chose qui est recherché. Mais force est de constater que, ce que disait une des questions, c'est qu'on ne peut pas construire une maison de santé partout et que parfois ça ne suffira pas. Donc la question, c'est comment on peut faire pour aller au-delà. Mais ça fait partie des éléments, à mon avis, qui sont de nature, effectivement, à attirer, on va dire, des jeunes médecins, ou des moins jeunes médecins d'ailleurs, mais ça reste de l'incitation.